Alors, c'est la dernière table ronde de l'après-midi et même de la journée. Après, j'allais dire, une matinée consacrée aux soins palliatifs, une après-midi avec une table ronde sur les cultes, une table ronde qui vient de se terminer avec des philosophes et des sociologues. Nous laissons la parole aux professionnels de santé et je les remercie. Je vous remercie toutes et tous de votre présence pour participer à ces travaux de la commission spéciale qui a pour objet de travailler sur le projet de loi sur l'accompagnement et le modèle français d'accompagnement de la fin de vie qui nous a été soumis le 10 avril dernier. Donc, alors on va essayer de faire dans l'ordre. Non, je ne vais pas le faire dans l'ordre. Les docteurs Francis Abramovici et Antoine Debecco, qui sont membres du Collège de la médecine générale. Madame Schuller, qui est secrétaire adjointe du Conseil national professionnel des aides-soignantes. Et Monsieur Denis Fischer, qui est le responsable de la communication. Pour le collectif pour un accompagnement soignant solidaire, les docteurs Valérie Ménage, neurologue, et Christine Reynaud-Donzel, pneumo-oncologue. Le professeur Périgot, qui est membre de la Société française d'anesthésie et de réanimation. Et le docteur Sophie Moulias, qui est médecin gériatre à l'hôpital Ambroise Paré, de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Pour chaque professionnel représenté, je vous donnerai la parole pour 5 minutes. L'idée après, c'est qu'on puisse avoir un temps d'échange d'abord avec les rapporteurs qui vous poseront des questions et puis nos collègues députés qui auront éventuellement des questions. Alors, c'est toujours compliqué pour moi de choisir, pas de choisir, de dire qui va commencer. Alors, il y a soit l'ordre alphabétique qui marche bien, soit la galanterie qui marche aussi très bien. Et ben là, on va prendre le milieu. On va commencer par Madame Ménage. Vous êtes pile entre tout le monde. Il faut changer, c'est la fin de journée. Allez-y. Voilà, on va dire que c'est là. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, de nous permettre de témoigner de notre engagement soignant en regard du projet de loi qui est actuellement en débat. Je m'exprimerai à double titre, comme membre du collectif pour un accompagnement soignant solidaire d'une part, et en tant que neurologue hospitalière, accompagnant depuis plus de 25 ans des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Le collectif pour un accompagnement soignant solidaire s'est créé en septembre 2023, animé par la volonté de faire entendre une voix soignante différente de celle qui s'exprimait alors comme étant majoritairement opposée à toute évolution vers une aide active à mourir. Nous sommes aujourd'hui 117 soignants, médecins, infirmiers de spécialités très diverses, exerçant en ville comme à l'hôpital, dans diverses régions de France, tous confrontés aux situations de fin de vie de personnes atteintes de pathologies ou maladies graves et incurables. Nous sommes des soignants de terrain, tous en activité, nous exprimant en notre nom propre, indépendamment des sociétés savantes qui nous représentent ou des institutions auxquelles nous appartenons. Au nom de situations de souffrance inapaisables, qui ne trouvent pas de réponse dans le cadre législatif actuel, nous souhaitons exprimer notre solidarité et notre engagement à accompagner les demandes d'aide à mourir dès lors qu'elles seraient l'expression d'une volonté libre, éclairée, réitérée, et à soutenir et accompagner leurs proches. Nous avons salué l'annonce du projet de loi, que nous considérons comme une avancée sociétale et médicale. Il nous sera possible demain de répondre aux demandes que nous font les patients et ainsi de les accompagner tout au long du processus, de l'évaluation de la demande jusqu'à leur fin de vie, sans oublier leurs proches. Nous saluons également la décision d'avoir intégré dans le périmètre des douleurs réfractaires ou inapaisables les souffrances psychiques et ou existentielles qui leur sont le plus souvent associées. Nous saluons la place centrale accordée à l'équipe référente, qu'il s'agisse du médecin ou de tout autre soignant, dans l'évaluation de la demande et de l'importance d'une décision médicale partagée dans la prolongation du cadre législatif de la loi Claes-Leonetti. Pour autant, nous souhaitons interroger certains critères d'accès comme pouvant être discriminants. La notion de court et moyen terme posera un inévitable problème, dans la mesure où, sur le fond, elle exclut des pathologies fatales à plus long terme, représentées dans les pays étrangers, majoritairement par les pathologies neurologiques. Première cause de demande d'aide active à mourir au Canada, pour les personnes dont le décès n'est pas attendu à brève échéance. Deuxième cause en Belgique, après la polypathologie du sujet âgé.
Ces demandes peuvent s'exprimer en partie par la fréquence des troubles cognitifs au stade avancé de la maladie, contraignant les personnes malades à demander l'aide active à mourir avant qu'elles ne perdent leur capacité de discernement. Le handicap lourd, source de souffrance inapaisable, en serait également exclu. Sur la forme, par l'imprécision même de la notion, qui, comme pour la loi Claes-Leonetti de 2016, risque d'être décidée a posteriori par le corps médical ou une haute autorité de santé, avec toute l'incertitude qu'elle comporte. Aucun pays européen limitrophe n'a introduit cette notion de terme, se focalisant sur la seule souffrance réfractaire. Le deuxième point est le recours à un tiers pour les seules personnes dans l'incapacité physique de s'auto-administrer le produit létal nous interroge également. Considérer l'euthanasie par défaut entretient une hiérarchie de jugement moral envers la personne malade comme envers le soignant qui accomplit l'acte. Dès lors qu'une aide active à mourir ou aide à mourir est envisagée, ne serait-il pas plus juste de laisser le choix de sa modalité à la personne malade, comme on l'observe dans la plupart des pays, en rappelant qu'alors la demande majoritaire repose sur l'aide d'un soignant, les décès par auto-administration représentant moins de 5% des décès par aide à mourir. Ce choix qui s'étend, par ailleurs, pour le court terme, à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, dont on rappelle qu'elle répond aux mêmes critères d'accès que l'aide à mourir. Il n'est pas demandé à la personne malade, dans ce cadre, de retirer elle-même sa nutrition artificielle ou sa canule de trachéotomie ou de s'administrer cette première dose de sédatif. Par ailleurs, sur quels critères peut-on évaluer l'inaptitude physique? Où elle commence, où elle s'arrête? Quant à l'implication d'un proche, elle nous semble potentiellement préjudiciable, plaçant le proche dans un choix impossible. Enfin, la possibilité de recourir à une aide active à mourir sur directive anticipée nous semble devoir être débattue dans deux situations. La première, ce sont les troubles de conscience irréversibles, ce qu'on peut assimiler à ces états neurovégétatifs ou post-relationnels, qui sont deux cadres d'accès sur directive anticipée en Belgique et au Benelux. Et enfin, le cas des démences neurodégénératives qui pose un problème particulier néanmoins, à savoir comment le soignant pourra envisager à quel moment elles seraient applicables, ce qui signifie que, de fait, ces directives anticipées nécessiteraient d'être extrêmement explicites sur la limite que ces personnes ne voudraient pas franchir. Enfin, si demain nous devions honorer notre engagement, il nous apparaît indispensable qu'une formation spécifique précède la mise en application de la loi, de même que des temps d'échange et de soutien seront nécessaires. Ce temps d'acculturation à l'accompagnement de la fin de vie devrait permettre d'apaiser les tensions fortes qui émanent aujourd'hui majoritairement du monde soignant et dont certaines sont entretenues par de fausses informations. L'expérience des pays étrangers nous apprend l'importance de ces programmes qui permettent de faire évoluer les positions soignantes d'une posture binaire, pour ou contre, à un spectre plus large dans le respect des consciences de chacun. Je vous remercie. Merci, Monsieur Périgot, pour la Société française d'anesthésie et de réanimation. Oui, merci à la commission. Voilà. Oui, donc merci à cette commission de prendre le temps de nous écouter. Donc, moi, je suis le président sortant du comité éthique de la Société française d'anesthésie et réanimation. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai participé au groupe de travail des parties prenantes que Madame Firmin-Lebaudot pilotait. Plus je réfléchis à ce sujet et plus je le trouve complexe, moins j'ai de certitudes, mais plus j'ai de questions. C'est pour cela que, comme le dit Éric Fiat, philosophe, on doit aborder ce sujet avec l'humilité de la pensée plutôt qu'avec l'assurance de la militance. Plus de 50% des décès en France ont lieu à l'hôpital, dont 22% en soins critiques. Plus d'un Français sur 10 va décéder dans nos services. Pour nous, la mort n'est pas une théorie, puisque nous la côtoyons tous les jours. À titre indicatif, 2 décès par semaine dans mon service. De par la haute technicité de notre spécialité et la possibilité de maintenir en vie des patients très longtemps, nous nous sommes depuis longtemps appropriés les sujets de la fin de vie et de l'obstination déraisonnable, bien avant d'ailleurs la loi Claes-Leonetti et Leonetti. Et aujourd'hui, dans nos réanimations, le taux de décès est de 20 à 25%.
dont 70 à 80% de ces décès font suite à une limitation des traitements. Au quotidien, dans notre expérience professionnelle, la difficulté principale est d'être beaucoup plus confronté à une demande d'obstination déraisonnable de la part des proches qu'à une demande prématurée d'arrêt de traitement. Nous ne sommes pas opposés à une évolution de la loi vers une modalité d'aide à mourir de type suicide assisté pour quelques situations complexes, même si nous avons conscience que nous ne mesurons pas toutes les conséquences, notamment chez les plus vulnérables, de cette évolution. Mais dans tous les cas, l'aide à mourir ne doit pas être une réponse à un manque de moyens en soins palliatifs ou en soins tout court. Nous avons un système qui pousse à faire du soin plutôt que de prendre soin avec cette tarification à l'activité. La fin de vie ne peut pas être l'apanage des seuls services de soins palliatifs, même s'ils font un travail remarquable. Tous les médecins, tous les professionnels de santé doivent être formés et capables d'accompagner la fin de vie. Comme nous l'avions dit lors de notre audition à la commission présidée par M. Falorni, les lois Leonetti-Claes-Leonetti ont été une véritable révolution positive pour nous, avec un avant et un après pour ceux, les anciens, comme moi, qui l'ont connu. Interdiction d'obstination déraisonnable, notion de double effet, directive anticipée, procédure collégiale, sédation profonde et continue, maintes jusqu'au décès, nutrition et hydratation artificielle considérées comme des traitements. Force est de constater que ces lois sont encore trop mal connues des Français et des soignants. Je prends l'exemple ce matin, aujourd'hui, vous avez entendu un confrère qui disait, mais une patiente tétraplégique ventilée avec nutrition artificielle ne pourra pas avoir accès à une aide à mourir. Mais elle n'a pas besoin d'avoir accès à l'aide à mourir. Elle a déjà la loi Claes-Leonetti. J'ai moi-même déjà débranché ces patients-là, avec une sédation profonde et continue. Et je peux vous dire que ça prend quelques minutes. Donc ça existe. Il ne faut pas l'oublier. La France a choisi la voie des lois Leonetti et Claes-Leonetti plutôt que celle du suicide assisté et euthanasie à l'époque. Il faut arrêter de dire que nous sommes en retard. Nous avons suivi un chemin différent. Cette loi Claes-Leonetti, d'autres pays nous l'envient, comme la Belgique. Et je rappelle cette tribune de Jean-Louis Vincent, qui était le président de la Société européenne de réanimation, réanimateur belge, qui, le titre de sa tribune de 2022, c'était « À quand une loi Claes-Leonetti en Belgique ?» Et je rappelle aussi que l'Italie, qui a dépénalisé le suicide assisté en 2022 pour des patients qui sont aujourd'hui seulement éligibles à la loi Claes-Leonetti et pas d'autres, puisqu'il faut que ces patients soient dépendants d'un traitement de maintien en vie. Aujourd'hui, dans notre spécialité, cette loi répond aux problématiques de fin de vie auxquelles nous sommes très régulièrement confrontés. Pour autant, même dans le cadre de la loi, il existe un certain nombre de situations difficiles éthiquement, car chaque cas reste unique. Les conflits avec les proches, le manque de directives anticipées, de désignation de personnes de confiance. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions demandé à Mme Firmin Lebaudot de créer une instance de médiation nationale pour la gestion de ces conflits chez les patients cérébrolésés entre les proches et les équipes soignantes. Pour autant, il existe quelques rares situations complexes où la loi répond mal à la problématique, les maladies neurodégénératives et autres pathologies avec un pronostic engagé à moyen terme. Nous avons une vigilance et quelques interrogations sur le projet. Nous tenons à souligner que dans l'hypothèse du futur projet de loi qui va dans le sens d'une ouverture à une aide à mourir avec des critères stricts, il serait certainement illusoire d'imaginer que certains Français ne continueraient pas de s'orienter vers des pays aux critères d'éligibilité plus larges, comme la Suisse ou la Belgique. On peut se poser la question aussi de pourquoi avoir volontairement fait disparaître les mots suicide assisté et euthanasie d'exception. Éric Orsena, avec un groupe de travail, devait mettre les mots sur les mots MAUX. Nous sommes toujours en attente de ce glossaire qui aurait pu permettre une certaine clarification. Concernant le concept d'euthanasie d'exception, qui n'est pas nommé dans la loi, mais qui est de fait, et était d'ailleurs dans le premier projet nommé de cette façon-là, pour les personnes physiquement incapables de procéder au geste, nous avons expliqué dans une note adressée à l'Élysée que celle-ci était un dispositif sans objet, qui n'existe pas d'ailleurs dans les pays ayant légiféré sur le suicide assisté. Cette note a d'ailleurs aussi été acceptée et publiée tout récemment dans la prestigieuse revue The Lancet, preuve qu'elle intéresse la communauté internationale. De la même façon, la possibilité pour un infirmier ou un proche de pratiquer le geste fatal va au-delà de toutes les législations dans le monde, avec un risque de stress post-traumatique chez les proches.
Évaluer l'autonomie décisionnelle est un enjeu majeur dans le cadre d'une demande d'aide à mourir. Nous étions favorables à la contribution de nos collègues psychiatres du groupe de travail porté par Sarah Doshi le 3 juillet 2023, qui préconisait une évaluation psychiatrique afin de dépister l'existence d'un trouble mental réversible. L'absence de collégialité dans le dispositif est perturbant. Nous l'avions demandé au même type que pour la loi actuelle. Nous sommes très interpellés par la réversibilité de la décision, avec l'expérience de l'Oregon. Cette fluctuation est bien connue en soins palliatifs, mais aussi en réanimation. L'exemple du tétraplégique en est la preuve. Nous sommes référents d'accueil des tétraplégiques, donc c'est un sujet que je connais bien. Au début, les patients tétraplégiques veulent mourir. Et cette demande disparaît avec le temps, la plupart du temps. Si on donne un délai trop court de décision, eh bien, évidemment, on risque d'accéder à cette demande. C'est pourquoi le délai envisagé dans le projet de loi semble extrêmement court, surtout si le pronostic est engagé à moyen terme. Le délai de 48 heures minimum après l'accord du médecin semble insuffisant. C'est inférieur à un délai de rétractation pour un prêt bancaire. Si le délai de réflexion n'est pas augmenté, nous devons aussi nous interroger par rapport à la prise en charge des suicidants en réanimation. Aujourd'hui, 200 000 tentatives de suicide, 700 par jour. 13%, 26 000, sont hospitalisés dans nos services de soins critiques. 10 000 décès, 25 par jour. Doit-on continuer de réanimer ces patients si nous ne nous laissons pas le temps d'une réflexion prolongée, d'une réversibilité de la décision dans l'aide à mourir? Enfin, pour terminer, comment penser empêcher les dérives des autres pays qui ont élargi leurs critères inéluctablement au titre du principe de non-discrimination? C'est ce que nous ont expliqué les Belges quand j'ai pu aller en Belgique avec Madame Firmin-Lebaudot rencontrer les acteurs. Au départ, cette loi doit répondre à des situations d'exception. Le risque, c'est que l'aide à mourir devienne une forme banale de décès, comme dans certains pays. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a tout ce danger des pressions normatives et de l'abandon des vulnérables. Les chiffres sont impressionnants quand on regarde certains autres pays comme le Québec, comme les Pays-Bas. Quand on voit qu'aux Pays-Bas, aujourd'hui, 5,4% des décès font suite à une euthanasie. Si on rapporte ça aux chiffres de décès français, c'est 34 000 décès par aide à mourir, une fois que ces critères sont élargis. Au Québec, ça ferait 45 000 Français. On n'est plus sur des situations d'exception. Et ces chiffres, quand on regarde les pentes, sont en constante augmentation et ce sont des pentes exponentielles. Donc ça nous interroge. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Madame Moulias. Merci beaucoup de... Merci. Excusez-nous. Merci beaucoup de donner la parole à la Société française de gériatrie et au Conseil national des professionnels de gériatrie. Donc, je suis gériatre à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. J'ai longtemps travaillé en unité de gériatrie aiguë. Maintenant, je travaille en équipe mobile et comme tout en équipe mobile en EHPAD et comme tout gériatre, la mort fait partie de mon métier et l'accompagnement des patients au moment de la vie où ils arrivent chez nous et jusqu'à leur décès souvent, puisqu'on continue de les suivre, fait partie de notre quotidien et de mon quotidien. Alors, la gériatrie a quelques spécificités. C'est donc la médecine du grand âge. Aujourd'hui, on devient sélectif puisqu'on considère que les personnes au-dessus de 80 ans, et je pense que plus la population va augmenter en âge, plus nous allons être sélectifs, car nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes 2500 professionnels sur le territoire français, ce qui est largement insuffisant. Et nous avons une approche complète du sujet, c'est-à-dire médico, psychologique et sociale, centrée autour de la personne, autour de son parcours de vie et aussi de ses projets de fin de vie quand ils sont exprimés, et qu'on interroge assez rapidement en tout cas s'il y a des soucis de santé qui nous évoquent une fin rapide. Et quand je parle d'autour de la personne, c'est-à-dire que nous prenons en compte là où la personne vit, comment elle vit, avec qui tourne autour, comment elle mange, etc. Une population très diverse, puisqu'on n'est pas tout à fait pareil à 80 ans, à 90 ans, à plus de 100 ans, et qu'on peut vivre
à domicile, essentiellement, en EHPAD parfois, et être découvert, accompagné, en tout cas à l'hôpital. Alors, les spécificités de l'approche gériatrique, c'est bien sûr une approche médicale spécifique, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais plutôt parler des spécificités psychosociales. La première, c'est l'agisme, qui n'est pas une pathologie qui soigne, mais qui est une caractéristique sociétale dont la France est champion du monde. Donc l'agisme, c'est la discrimination sur l'âge. C'est quelque chose qui existe chez nous depuis longtemps, hein, depuis la révolution industrielle, mais qui augmente largement, qui a beaucoup augmenté dans l'entre-deux-guerres et qui a connu un bond spectaculaire depuis le Covid. Vous avez pu observer des paroles qui se lâchent d'un peu partout, où aujourd'hui, c'est pas forcément mal de parler méchamment du grand âge, ou en tout cas de ceux qui sont plus âgés que nous. Et vous avez tous entendu ou prononcé le nom de boomers ou de plein d'autres noms pas très sympathiques pour la génération qui commence à vieillir. Avec le Covid, en fait, cet agisme a permis de raccourcir en fait l'idée que le grand âge, ça voulait dire troubles neuroévolutifs, ça voulait dire EHPAD, et ça voulait dire une vulnérabilité qui permettait de prendre le pouvoir sur cette population. Par exemple, en lui demandant de rester chez elle alors que les autres pourraient aller travailler. En tout cas, ça permet de faire un schéma qui n'est pas juste, puisque la majorité des personnes de plus de 80 ans n'ont pas de maladie neuroévolutive. Hein, plus de 80% d'entre elles vivent bien et qu'elles vivent essentiellement chez elles, sans aide, en tout cas médicale, associée. Ça permet aussi l'agisme de proposer aux personnes d'avoir une qualité de vie plutôt qu'une quantité de vie. Et ça aussi, alors il y a beaucoup d'études, y compris avec les réanimateurs. Tout à l'heure, Jean-François Périgot a cité le paradoxe du handicap. Hein, quand on voit finalement sa quantité de vie potentiellement rétrécir, il y a un désir de vivre qui augmente. Et souvent, les personnes âgées que nous accompagnons nous demandent avant tout de la quantité plus que de la qualité, parce que nous projetons des désirs de qualité et eux nous demandent des désirs de quantité. Je parle du grand âge une fois de plus. Les spécificités de la gériatrie, c'est aussi l'isolement, avec beaucoup de personnes qui vivent seules, avec des familles loin ou des familles absentes, décédées, qui les ont laissées au loin, etc. Il n'y a pas de jugement, il y a juste une constatation. Et que cet isolement conduit à des dépressions qui, la plupart du temps, ne sont pas repérées, ne sont pas traitées. Elles conduisent aussi parfois à des tentatives de suicide, d'ailleurs, hein, par ces dépressions-là. Et puis, elles conduisent aussi à une dévalorisation qui est portée par l'agisme aussi, puisqu'il y a plein de trucs que vous n'avez plus le droit de faire en avançant en âge. Et cette dévalorisation, cette sensation d'être un fardeau pour la société ou pour ses proches, est souvent très, très mal vécue pour notre population. De fait, dans cet accompagnement, il faut savoir écouter la lassitude de vivre, il faut savoir ne pas céder à l'acharnement thérapeutique, mais il est beaucoup plus rare dans le grand âge que la limitation de soins abusive. Et par rapport à ça, la loi Leonetti de 2005 nous a ouvert des portes, parce que jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse collégialité qui permette de limiter des soins à condition qu'on soit plusieurs à réfléchir autour du patient, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à l'arrache dans un coin en se disant cette personne-là, elle est trop âgée, pas bien, etc. Et on va régler les choses tout seul. Enfin, qui dit gériatrie dit aidant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'approche systémique. En fait, on ne s'arrête jamais à la personne toute seule, et il y a la plupart du temps un aidant qui est souvent un proche, le conjoint ou un enfant, mais qui peut être aussi un professionnel, une auxiliaire de vie, un aide-soignant, une personne qui vit depuis longtemps avec la personne sans être un proche. Et cette personne-là, elle est rarement prise en compte. Tout ce qu'il y a autour des aidants aujourd'hui est largement insuffisant. Et enfin, elle a des risques de santé qui sont, pour sa propre santé, qui sont supérieurs à la population. Donc, par rapport au projet de loi qui nous a été proposé,
Nous, il nous semble important de dire les choses parce que dans notre population, dans la population que nous soignons, tout le monde sait parler de la mort. Eux, plus que tout autre, savent que la mort est proche et ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de formuler les choses. D'ailleurs, souvent, même quand ils nous ont dit qu'ils en avaient marre, que là c'était trop lourd, etc., quand on leur dit, ben là, ça va être la fin qui arrive, peut-être qu'on pourrait appeler votre famille, etc., ils nous disent non, quand même pas tout de suite. En tout cas, il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut maintenir la possibilité du soin autant que possible. Nous n'avons toujours pas de loi grand âge et en fait, les patients que nous accompagnons sont très inquiets. Ils sont inquiets en fait de venir à l'hôpital pour qu'on les tue parce qu'on ne peut pas les soigner, parce qu'il n'y a pas de gériatrie partout, parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs partout, parce que la douleur est un quotidien, certes, mais normalement pas des douleurs affreuses et que tout le monde craint la douleur. Et qu'en EHPAD, même s'il y a des endroits où le soin palliatif est bien appliqué, il n'y en a pas assez. Les professionnels ne sont absolument pas formés et que la loi Claes-Leonetti, on ne nous a jamais donné les outils de formation. En fait, tous ceux qu'on a formés, j'en ai encore formé des collègues et des professionnels d'urgence et de gériatrie lundi dernier qui, en fait, réclament une formation. Ce sont que des formations volontaires, en fait, qu'on est allé faire dans les services autour de nous, à tous ceux qui les demandent, dans des formations universitaires ou pas. Donc, en fait, il n'y a toujours eu qu'une espèce de bénévolat de la formation. Pour nous, il est indispensable de maintenir la collégialité. C'est ce qui a permis, en fait, de soigner équitablement les plus âgés. Et ça nous paraît être un pouvoir terrible de laisser une seule personne auprès du plus âgé sans que cette personne ait une spécificité d'écoute par rapport à cette personne. Nous ne souhaitons pas l'euthanasie, en particulier parce qu'en Belgique, où ils chiffrent une partie de leurs euthanasies sauvages, excusez-moi du mot, mais c'est le terme qu'a employé un de mes collègues, 50% des euthanasies sont sauvages et celles-ci sont faites exclusivement sur des personnes âgées. Parce qu'il y a trop de paperasse, parce qu'on sait que la loi existe, donc finalement, quand ils sont vieux, on se pose moins de questions. Là aussi, excusez-moi du raccourci, mais voilà, la maltraitance chez les âgés est très rarement vue, fait très rarement sujet de discours, et donc, un plus ou un de moins, c'est comme le suicide, on ne les calcule pas beaucoup. L'idée d'engager les proches nous paraît très dangereux. D'abord parce qu'en tant que soignant, alors en UGA, il y a 1 ou 2 accompagnements par semaine de fin de vie par médecin, donc c'est beaucoup. Et chacun d'entre nous, on garde ceux qui nous avons accompagnés avec nous, et ça nous semble très très lourd à porter par les proches. Et par ailleurs, si les proches sont des aidants épuisés, ça nous semble très très dangereux, et pour l'aidant et pour le patient. Et je vais conclure sur l'idée que ça ne doit pas non plus se faire dans les EHPAD. Les EHPAD sont des lieux qui devraient être reconnus comme des lieux de soins, qui sont étiquetés de lieux de vie, mais où il n'y a pas assez de professionnels, pas assez de médecins, et où l'idée qu'on puisse y appliquer la mort alors qu'on ne peut pas y appliquer l'accompagnement de la vie semble compliquée. Et à ce titre-là, il faut respecter les soignants et les personnes qui y vivent. Merci beaucoup. Qui s'exprime pour le Collège de médecine générale, M. Abramovici. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs les députés de nous permettre de proposer quelques pistes de réflexion que le Collège de la médecine générale a, par son groupe de travail, déterminées et qui sont peut-être à rappeler. Le Collège fédère les principales organisations de la médecine générale, l'ensemble des syndicats représentatifs, l'ensemble des structures scientifiques de la profession, les structures académiques, le Collège national des généralistes enseignants. Il a, avec des structures de formation et les associations pour la promotion de la spécialité, dans le Code de la santé publique, comme responsabilité dans des domaines de la formation, de l'organisation et de l'expertise de la spécialité, de l'évolution des métiers et des compétences à travers la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles. Une fois la loi votée, il aura donc à la mettre en application et la mettre en pratique. Nous avons apprécié le travail préparatoire à la loi au sein du groupe des professionnels de santé auquel nous avions été conviés
Et il nous semble qu'élargir le cadre de ce que la loi Claeys-Leonetti permet, renforcer les soins palliatifs pour s'assurer qu'aucun patient ne choisira le geste ultime par défaut, et notamment par défaut de prise en charge en unité de soins palliatifs, est nécessaire. Inscrire la clause de conscience telle qu'elle l'est nous semble indispensable. Et tous ces points nous semblent utiles à saluer parce qu'ils font une avancée dans la loi. Ceci dit, l'évolution de la loi partage les médecins généralistes au sein de la profession, car comme tous nos citoyens, nous ne sommes pas unanimes. Aussi, quelques points me semblent importants à mettre en avant. La première chose, c'est que nous souhaitons insister sur ce qui est l'aspect micro, mise en pratique. La loi va définir un cadre, mais nous sommes ensuite en premier rang pour cette mise en pratique et au plus près des patients, parfois oubliés dans l'application des textes. Ce qui nous semble essentiel par rapport au niveau macro de la loi, de la religion, de la morale, au niveau méso des décrets d'application qui viendront compléter les textes, c'est qu'est-ce que nous allons vivre dans le quotidien. Nous souhaitons rappeler que nous inscrivons dans un travail en équipe, dans un indispensable travail en commun avec l'ensemble des professionnels de la ville et de l'hôpital. Il n'y a pas que le médecin généraliste seul, dans le psychosocial, et que c'est depuis la naissance jusqu'au décès des patients, au niveau de la fin de vie, quelque chose qui est important pour la médecine générale de travailler avec les autres. Le médecin généraliste ne travaille pas seul. La place incontournable des DAC, de l'ensemble des spécialités, dont les psychiatres, de tous les intervenants autour de la personne malade, s'organise actuellement de façon horizontale au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, et le CMG souhaiterait, nous en avions déjà parlé, qu'elles aient une place dans le futur dispositif afin de faciliter l'organisation du travail en commun des professionnels autour de la fin de vie. La loi va donner un cadre visant à structurer les pratiques, mais il est utile de rappeler que même s'il existe des difficultés pour l'accès aux soins, chaque jour, il y a plus d'1 million de consultations de médecine générale. Les soins infirmiers à domicile sont en augmentation constante. Et si on met en perspective avec les 60 000 passages journaliers aux urgences recensés par l'adresse, cette visibilité de la médecine générale demande à être peut-être mise en avant. Alors, quelques principes adoptés au commun au sein du groupe de travail de la médecine générale, c'est la mise en place d'une culture portant sur les questions de la fin de vie. Souvent, c'est quelque chose qui est exclu de la relation avec les patients. Le mettre en avant nous semble important, et pour ça, nous souhaitons un temps dédié avec le patient et, si besoin, la personne de confiance, notamment pour vérifier qu'elle est apte à restituer les volontés du patient, pour faire le point sur ces directives anticipées, sur la bonne compréhension de ce qu'elles impliquent et sur leurs évolutions dans le temps. Ça pourrait être la création d'une consultation dédiée au recueil des directives anticipées qui puisse être renouvelée à différentes périodes de la vie. On en avait parlé avec la consultation de prévention. Est-ce que c'est sa place ou pas? En tout cas, que ce soit reconnu dans l'exercice professionnel. L'affirmation d'un temps d'ouverture, temps réservé pour parler de la fin de vie et de l'annonce d'une mauvaise nouvelle à l'entrée à l'EHPAD comme à l'approche de la fin de vie. Un temps d'ouverture parce qu'il nous semble que c'est simplement une question ouverte. Est-ce que vous y aviez pensé? Qu'en pensez-vous? Plutôt qu'une consultation dédiée. Les gens, à ces moments de leur vie, n'ont pas envie qu'on leur parle de la fin de vie. Ils ont envie d'espoir. Néanmoins, y réfléchir nous semble important à cet instant. La nécessité d'anticiper la question d'une fin de vie à domicile avec le patient, parce que beaucoup de patients veulent finir leur vie à domicile. Un exemple qui pourrait faciliter cette réflexion pour la fin de vie à domicile serait la participation du médecin traitant en visioconférence, par exemple, lors du passage en RCP hospitalière de ces patients, pour faciliter les échanges. Souvent, les patients n'ont pas envie de voir à la fois leur médecin et à la fois le cancérologue quand ils ont à se soigner. Puis à la fin, ils reviennent et on se retrouve des fois avec une histoire qu'on a oubliée, et ne pas être exclu de tout ce parcours nous semble important. Et puis, comme pour le bon usage des antibiotiques, peut-être des campagnes d'information du public sur les directives anticipées, la personne de confiance nous semble important également. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et nos collègues y ont insisté, c'est la prise de décision tracée et collégiale en réunion de concertation pluriprofessionnelle, non pas pour le médecin seul, en particulier pour les cas délicats, nous semble très important. La mise en place dans les missions des CPTS, par exemple, de ces réunions permettant des échanges collégiaux, permettant une formation, une interformation, ce qu'on appelle formation-action, à partir des cas réels et des cas de la pratique,
pas à partir d'une formation théorique et universitaire. Et tout ça pourrait déboucher sur des expériences que nous avons déjà mis en place, qui sont des comités d'éthique pluriprofessionnels, qui comprennent non seulement des médecins, mais des philosophes, des juristes, des sociologues, des associations de patients, des visiteurs, et qui pourraient être saisis en particulier dans des situations complexes, de fin de vie à domicile ou en EHPAD. Et à titre d'exemple de ces situations complexes, l'interrogation sur l'existence d'un trouble mental réversible se pose lors d'une demande d'aide active à mourir ou en cas d'idéation suicidaire. Nous avons cité la collègue psychiatre qui avait donné sa position lors du groupe de travail. Une évaluation psychiatrique éventuellement répétée pourrait être organisée, même si elle a des limites. Alors nous souhaitons donc la création de comités d'éthique comme il s'en est créé dans plusieurs CPTS, comité nécessaire à une réflexion collégiale et devant être consulté lors de la prise de décision afin d'éviter les dérives futures possibles que certains redoutent. Nous souhaitons également participer à l'évaluation future des pratiques. Le Collège de la médecine générale travaille avec les médecins généralistes européens au sujet de la fin de vie, belges, suisses, néerlandais. Et le congrès annuel en 2026 sera une occasion particulière car nous y accueillerons la VOCA Europe, qui est le World Organization of Family Doctors. Voilà les points principaux qui nous semblent importants et nous vous remercions de votre écoute et restons à votre disposition pour plus de réponses. Merci. Et on termine par les aides-soignants qui parlent. C'est vous, Monsieur Fischer? D'accord. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir invité le Conseil national des aides-soignants. Je ne serai pas très long pour laisser place aux questions et à l'échange pour cette table ronde. Nous, aides-soignants, nous sommes presque les premiers au lit de la personne malade et en fin de vie, à domicile, à l'hôpital, mais aussi en EHPAD. Nous insistons surtout sur la formation, le manque de formation qu'ont les aides-soignants dans l'accompagnement de fin de vie et sur les soins palliatifs. Mais dire aussi qu'on ne meurt pas qu'en soins palliatifs et qu'on meurt en toute structure. Il faudrait pouvoir augmenter le ratio soignants-soignés pour pouvoir accompagner non seulement le patient en fin de vie, mais aussi sa famille. Car prendre en soin un patient n'est pas seulement lui donner des médicaments pour calmer la douleur, mais c'est aussi tout ce qui l'entoure, ses angoisses, sa famille, des projets de vie, oui, des personnes en fin de vie, certains ont encore des projets de vie. Et on s'aperçoit que quand on arrive à réaliser ces projets de vie en institution, eh bien, l'angoisse diminue et la demande de mort diminue aussi. Nous, Conseil national des aides-soignants, sommes en accord avec le rapport que l'on trouve assez structuré. Mais au contact des personnes malades, nous rencontrons souvent des personnes qui demandent à être aidées pour une aide active à mourir. Alors pour nous, respecter leurs demandes est aussi important. Mais souvent, bien accompagnée, cette demande diminue. Alors, nous nous posons la question jusqu'où aller dans le soin et à quel moment arrêter le soin en accord pluridisciplinaire. Des maisons d'accueil, dans le rapport, on parle de maisons d'accueil de personnes en fin de vie. Mais comment accompagner ces personnes? Par qui? Avec qui et quels moyens? Mais surtout, ne pas mélanger aussi soins palliatifs et aide à mourir. Car les personnes que nous accompagnons en soins palliatifs, d'après ce qu'on nous dit, ne comprendraient plus très bien le rôle du soignant. Un coup, il vient avec un médicament pour calmer une douleur. Peut-être vient-il avec un médicament pour m'aider à mourir. Alors, ne pas mélanger soins palliatifs et aide à mourir. Et nous nous sommes posé la question aussi de maisons d'accueil pour les personnes en fin de vie, mais pourquoi pas aussi des structures d'accueil pour des personnes qui ont des directives anticipées, qui sont claires dans leur tête et qui ont choisi de
d'une aide à mourir, pourquoi ne pas aussi avoir des structures avec du personnel qui accepterait, bien sûr, d'accompagner ces personnes? Pourquoi ne pas mettre en place aussi ce genre de structure? Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. On va passer aux questions des rapporteurs. Monsieur Falorni, rapporteur général. Merci Madame la Présidente et merci à toutes nos intervenantes et tous nos intervenants. Comme vous êtes nombreux, je vais me contenter de vous poser peut-être une seule question. Certaines et certains ont déjà plus ou moins esquissé ou voire pas du tout esquissé une réponse. Mais pour que notre Assemblée puisse être au clair avec votre positionnement sur la question, évidemment, qui concerne le titre 2 de notre projet de loi, c'est-à-dire l'aide à mourir, nous avons auditionné, aussitôt après la ministre, le président et les 2 rapporteurs du Comité consultatif national d'éthique, qui ont rendu un avis très important, l'avis 139 sur la question de la fin de vie. Je voulais savoir si vous étiez en accord ou en désaccord avec une des grandes conclusions, la conclusion qui a été la plus retenue et la plus importante dans le processus qui nous a amenés ici. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette conclusion qui fait qu'il y a une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir selon certaines conditions strictes? Alors, sinon, la question s'arrête là. Et si vous estimez que oui, quelles seraient, selon vous, les conditions strictes à mettre en œuvre dans ce projet de loi? Et puis, alors, je me permettrai de poser une question plus directement au docteur Moulias. Enfin, 2 questions. D'abord, vous avez parlé d'euthanasie sauvage. Alors, j'ose espérer que vous vouliez dire euthanasie clandestine. Je pense que c'est une expression pas forcément très heureuse. Alors, je pense que vous avez parlé d'euthanasie clandestine, mais est-ce que vous pourriez me donner, parce que je suis très curieux d'avoir des éléments documentés et étayés qui vous permettent de dire ici, devant la représentation nationale, qu'il y a la moitié, alors je vous ai peut-être mal compris, hein, qu'il y ait la moitié d'euthanasie en Belgique qui sont des euthanasies sauvages. Alors, je suis très preneur d'éléments documentés et étayés sur ce point. Et puis, deuxième question, le docteur Abramovici a dit à juste raison que beaucoup de Français veulent finir leur vie à domicile. Oui, docteur. Alors, docteur Moulias, nous sommes plusieurs ici à considérer que l'EHPAD est un domicile. Donc, le fait d'exclure la possibilité, conformément à la loi qui donnerait des conditions d'accès à une aide à mourir, quelque part, en faisant une clause de conscience d'établissement, vous allez donc expliquer à des personnes âgées en EHPAD qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'une aide à mourir à domicile. Est-ce que c'est, selon vous, éthique? Donc, dois-je en conclure qu'il y a dans votre esprit une demande de clause de conscience d'établissement, ce qui est contraire à tout ce que nous avons connu dans l'application de clauses de conscience dans notre pays? Parce que, à ma connaissance, mais je peux me tromper, les hommes ont une conscience, les hommes avec un grand H, mais les murs n'en ont pas. Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir m'adresser à tout le monde, bien que j'ai eu beaucoup d'intérêt à écouter chacun. J'ai bien entendu le docteur Ménage qui avançait le problème des états post-réactionnels, des démences neurodégénératives et pour lesquels le pronostic vital n'était pas facile à déterminer et possiblement une survie prolongée envisageable. Aujourd'hui, le projet de loi ne permet pas d'envisager cela. C'est un vrai problème parce que nous sommes
dans l'optique du discernement, du consentement répété jusqu'au dernier moment. Et donc, je note dans les directives anticipées ce point dont nous devrons débattre tous ensemble, si nous devons légiférer, sur cette volonté, c'est la prise en compte d'une volonté au moment où le patient était lucide, mais c'est un vrai sujet de difficulté. Moi, je vais me cantonner à la question du vieillissement et du domicile, parce qu'effectivement, il y a plus beaucoup de soignants qui se rendent à domicile. Il y en a encore, bien sûr, beaucoup d'infirmières, de moins en moins de médecins généralistes pour lesquels il faut surtout trouver des moyens pour leur permettre de continuer d'aller à domicile, parce que c'est vraiment dans la pénurie médicale, et on voit beaucoup plus de patients au cabinet plutôt que de se déplacer de domicile en domicile. La question que je poserai et aux gériatres et aux médecins généralistes, c'est sur le titre 1, qu'on n'a pas trop abordé là, mais c'est la question du plan personnel d'accompagnement, des directives anticipées, du temps nécessaire pour élaborer ces documents, de la formation nécessaire pour conduire ces entretiens très singuliers, la répétition peut-être des consultations sur ce sujet, et l'ouverture avec une nouveauté qui s'appelle les maisons d'accompagnement, qui serait une structure intermédiaire entre les services d'établissement hospitalier et le domicile, où on peut faire d'ailleurs de l'hospitalisation. Mais quel rôle les intervenants dans ces maisons d'accompagnement, le médecin généraliste, les infirmiers libéraux, peuvent-ils envisager? Je vous remercie. Madame Maillard-Vignery. Oui, merci Madame la Présidente. J'avais une question que j'aurais pu vous adresser à tout un chacun, mais que j'ai envie d'adresser à au docteur Abramovici, notamment parce que vous représentez un collectif de médecins généralistes. Et les médecins généralistes sont un peu les médecins de famille, ils font partie de la famille, d'une certaine façon. Enfin, quoique la plupart du temps, c'est ça. Et donc, vous questionnez sur votre interprétation dans l'article 5 d'une personne volontaire que le patient pourrait solliciter lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'auto-administrer. Le patient n'est pas en mesure de s'auto-administrer la substance létale. Parmi les personnes volontaires, quelles pourraient ne pas être ces personnes volontaires? Je veux dire, vous avez compris ma question, pas négativement, mais voilà. Ou quelles pourraient être les personnes volontaires, mais plutôt celles qu'il faudrait d'emblée exclure. Autrement dit, certains ont dit surtout pas la famille, et d'autres ont dit plein de choses. Quelle serait, vous, votre analyse et votre compréhension de ce sujet? Merci beaucoup. Madame Christol. Merci Madame la Présidente. Ma question va donc s'adresser au docteur Moulias. J'ai bien entendu vos propos. C'est vrai que je ne savais pas qu'on n'était qu'au 2500, on n'est pas très nombreux, mais je voudrais englober dans la communauté des soignants gériatriques, les aides-soignants qui sont présents aujourd'hui, les infirmiers et tous ceux qui sont autour, parce que ça concerne plus que le médecin, toute une part de soignants et de paramédicaux qui sont au quotidien. C'est un sujet important. Vous savez qu'on a voté il y a moins d'un mois la loi Bien Vieillir, qui est certes n'est qu'une première pierre, mais c'est une première pierre importante, et notamment tout un volet contre la maltraitance. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on ne s'occupe pas de cette transition démographique qui fait qu'en 2030 on sera plus nombreux à avoir 65 ans et plus que moins de 15 ans. Cette transition démographique, on est bien d'accord, elle est importante, et on cherche tous à être les plus bienveillants pour ces personnes en avancée en âge. Là où j'ai du mal à vous comprendre, docteur Moulias, c'est que vous parlez justement de lutter contre l'agisme, et on est tous favorables effectivement à ne pas considérer la personne âgée comme une personne qui a moins de droits ou moins de place dans la société. Au contraire. Et dans ce cadre-là, pourquoi justement ne pas envisager que ces personnes-là, cette loi ne s'adresse pas qu'aux personnes âgées? Il y a quand même quelque chose qui me pose problème là-dessus, c'est qu'on ne parle pas des personnes âgées en priorité. Elles sont comprises comme tout un chacun, pouvant avoir une espérance de vie écourtée par une maladie grave et incurable. Et pourquoi, dans ce cadre-là, les exclure de la réflexion, mais ne pas en parler en priorité? C'est pas aux personnes âgées que la loi s'adresse. Ce projet de loi ne s'adresse pas en priorité aux personnes qui sont en avancée en âge. Cette loi s'adresse aux personnes qui ont
un pronostic à court et moyen terme d'une maladie incurable, avec des souffrances intolérables. Et dans ce cadre-là, j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas envisager, ça puisse être le cas également, d'une personne qui est en avancée en âge et qui est dans un EHPAD, qui est un domicile. Merci. Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. Je préciserai juste qu'il y a 2 auditions où je n'ai pas parlé. Très objectivement, je voulais remercier Monsieur Fischer pour le collectif des aides-soignants pour sa prise de parole qui a été brillante. Et je tiens à dire à tous mes collègues que je ne les ai pas croisés avant pour parler des ratios soignants-soignés. Je préviens à l'avance. Vous avez parlé d'accords pluridisciplinaires. Enfin, un projet de loi où l'aide-soignant a un rôle propre dans la collégialité. Donc, je voulais connaître votre avis sur ce rôle dans un projet de loi de l'aide-soignant. Madame Ménage, vous avez parlé de la possibilité d'un proche si le patient est empêché de prendre le produit létal en disant que vous trouviez gênant cette possibilité. Et en fait, moi, je vous retourne la question, c'est si on ne le met pas dans la loi, que fait-on demain si un proche demande de pouvoir le faire? Monsieur Périgot, vous parlez de... Et on sait effectivement qu'en réanimation, on a plus de demandes d'obstination déraisonnables. Ne pensez-vous pas que c'est un problème sociétal très franco-français de la mort, sur le fait que même dans la formation où on apprend à guérir plutôt qu'à prendre soin et que on demande parfois des choses improbables et que si les membres des aides-soignants de ratio soignants-soignés et qu'on avait plus le temps de s'asseoir avec les familles et de discuter, l'obstination déraisonnable diminuerait. En tout cas, la demande d'obstination déraisonnable diminuerait. Madame Moulias, alors là, on va pas être d'accord, je vais vous le dire. Vous commencez en parlant d'agisme et de vulnérabilité. Ce fait qu'il n'y a pas de soins palliatifs dans les EHPAD, mais il y a des endroits où il y en a et on les met en place et les équipes se décuplent, on ne sait pas comment, par magie, pour pouvoir le faire. Qu'il n'y a pas que dans le projet de loi, il n'y aurait pas de collégialité, et plusieurs l'ont dit, mais 2 médecins plus une aide-soignante, ou un aide-soignant, pardon. Est-ce que c'est pas une collégialité? Dans ma carrière, moi personnellement en EHPAD, j'ai mis plus de soins de confort en place que de soins palliatifs. Et vraiment, parce que vous avez dit, et ça a fait sourire beaucoup de monde dans cette salle, qu'on ne parlait pas de maltraitance. Enfin, il n'y a pas assez de discours sur la maltraitance dans les EHPAD. Je peux vous dire, c'est moi qui le dis. Depuis 2017, on parle beaucoup de maltraitance dans les EHPAD, au moins dans cette Assemblée nationale, et on essaye de faire en sorte que ça n'existe plus. Et retirer les EHPAD du dispositif, on n'arrête pas de le dire depuis hier, c'est un domicile, donc vraiment c'est un grand désaccord. Et vraiment, Laurence Ristol l'a bien dit, donc je ne vais pas refaire son discours, mais ne faisons pas penser que parce qu'on est âgé, on meurt dans d'horribles souffrances, ou dans d'atroces souffrances, parce que c'est totalement faux. On peut avoir un pronostic vital engagé et entrer dans les critères, mais bien souvent, juste des soins de confort sont mis en... ou des fois même rien, parce qu'on s'endort dans la nuit. Et j'ai fini. Alors, qui commence à répondre? Monsieur Fischer, pour la question de Madame Fiat. On va commencer par... Alors, merci Madame Fiat de soulever le rôle propre de l'aide-soignant. C'est vraiment quelque chose que l'on souhaite depuis de très très longues années, non pas pour avoir un statut, mais parce qu'il est déjà quand même avoir un statut, mais surtout pouvoir accompagner des gens aussi bien à domicile qu'en institution, dans un statut qui est tout à fait le nôtre, sans dépendre de l'infirmière. Nous ne sommes pas contre les infirmières, bien au contraire, mais travailler en collaboration avec l'infirmière et non plus sous sa responsabilité. On a travaillé la réingénierie du métier d'aide-soignant, mais malgré tout,
on ne sait plus très bien quelle est la place de l'aide-soignant. Alors, nous la connaissons, notre profession. Nous avons une formation qui dure une année. Pourquoi ne pas reconnaître le rôle propre et les compétences de l'aide-soignant à domicile, dans les structures et bien sûr par des formations sur les soins palliatifs. D'ailleurs, il y a des aides-soignants qui, moi-même j'en fais partie, qui ont un diplôme universitaire en soins palliatifs pour pouvoir accompagner ces gens qui nous sont confiés pour les accompagner sereinement, mais non seulement les patients, mais les familles, et puis aussi accompagner leurs projets, parce que je parlais de projets de vie avant. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais quand on travaille auprès de personnes qui vont mourir, qui sont encore dans un état assez pas trop mal, et bien on s'aperçoit qu'ils ont encore des désirs et des désirs de vie jusqu'au bout. Mais respecter aussi, et ça j'insiste bien, le souhait des personnes qui souhaitent à un moment ou à un autre mettre fin à cette vie qui devient insupportable pour eux, pas en soins palliatifs, mais où. Merci. Je propose que chaque profession représentée puisse répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Monsieur Abramovic. Allons-y. Merci de ces questions. La première question sur ce qui est de l'avis du comité d'éthique, je ne pense pas, et peut-être mon confrère Antoine de Becco aura une autre position, qu'on puisse mettre dans le cadre de la loi les conditions éthiques limites de la mise en pratique. Par contre, ce que je pense, c'est que chaque cas pose une question d'éthique, que chaque cas doit être discuté parce que cette discussion pluriprofessionnelle avec chacun des membres des professionnels impliqués, mais également de gens qui ne sont pas impliqués dans la situation, pourront au cas par cas aborder une réflexion éthique sur chacune des décisions à prendre. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé vraiment important que de développer une ressource qui permette à l'ensemble des professionnels, et dans ces cas qui seront difficiles, de prendre des décisions éclairées, partagées, et par le travail de réflexion en commun, nous semble fondamental. Beaucoup de cas ne le poseront peut-être pas, mais quand ils vont se poser, je n'imagine pas que la loi puisse donner cette définition a priori. Sur ce qui est des visites à domicile et des maisons d'accompagnement, nous avons, Antoine et moi, commencé notre carrière en faisant 15 à 20 visites à domicile par jour. Les gens téléphonaient à 8 h du matin pour être sûrs qu'on vienne. Nous avons, en Seine-et-Marne, mis en place une première expérimentation avec la Caisse d'assurance maladie pour, certains s'en souviennent, pour mesurer la justification de ces visites à domicile. Nous savions que ce serait le pas dans un premier chemin et que ces visites allaient diminuer, que ça coûtait cher et que c'était en temps parfois inutile. Et comme toujours, le balancier va trop loin d'un côté à l'autre. À force de ne pas financer la visite à domicile, les médecins ne veulent plus la faire. Ils n'ont plus le temps, ils ont trop de travail. Si demain on remet, et ça a commencé, une incitation à ce que la visite à domicile soit et financièrement et au niveau de la reconnaissance mise en place, elle reviendra. C'est une question de volonté. Alors dans les maisons d'accompagnement, c'est une visite à domicile pareil. Il faut aussi des professionnels pour aller accompagner les gens dans les maisons. Et les professionnels, on n'en a pas trop. Donc je ne suis pas sûr que ça modifie énormément la question en la matière. Tu veux rajouter un mot? Oui, je veux bien ajouter un mot. La visite à domicile, ça fait partie du cœur du métier du médecin généraliste. Je ne suis pas certain que ça je vois bien que ça s'efface, mais je ne suis pas certain que dans la conscience de nombre de médecins, ça s'efface tant que ça. Et pour continuer de lui donner sa valeur, la modélisation par la maîtrise de stage et le fait, pour les plus anciens, d'emmener les jeunes internes avec eux en visite à domicile, quand ils voient l'importance de ce qui s'y passe, la capacité de regarder l'environnement du patient, les personnes qui vont graviter autour de lui, d'y rencontrer les personnes qui vont aider à sa vie, les aides-soignants, les infirmières, les aides de vie, tout ce monde que souvent un jeune médecin ne connaît pas. D'apprendre de tout ça,
leur donne souvent l'envie de se dire qu'ils souhaitent pouvoir continuer à le faire. Alors après ça, c'est un autre débat de savoir comment ça peut être incité, favorisé, financé, mais je ne crois pas que ça puisse disparaître. Il ne faut pas que ça disparaisse de cette double valence de ce que nous avons à faire dans le soin, qui est le care et le cure, que nous ne pouvons pas abandonner. Et c'est la même chose dans les maisons de retraite. Le médecin généraliste intervient avec ses internes, ses externes. Quand on a des externes, on les y emmène, on y intervient. On leur apprend cette dimension essentielle de notre profession, qui est d'accompagner loin, longtemps, beaucoup, tout le temps, dans la mesure de la disponibilité en temps. Oui, il y a un problème de démographie, mais ça ne peut pas être une réponse pour dire on ne fait pas. Dernier point, et je laisserai. Je n'avais pas bien appuyé. Pour le dernier point, avant de laisser la parole, sur la personne volontaire pour administrer le produit, là aussi, je ne suis pas certain, pour l'ensemble des médecins qui avons à soigner nos proches, des difficultés ça représente, du deuil à faire quand l'échec a été là alors que nos proches nous ont demandé de nous soigner, que ce soit facile et il n'y aura pas de réponse unique ni unanime. Et là aussi, je pense que c'est le travail en amont et que là aussi, le comité d'éthique peut avoir une place, peut-être pour auditionner la famille, peut-être pour l'accompagner, enfin je ne sais pas, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un lieu de partage parce que c'est la solitude, en l'occurrence, qui est le plus difficile à mon avis. Alors, sur la question de êtes-vous en accord avec les conclusions du CCNE, ma réponse est oui, mais pas sur les conditions très strictes qui ont été finalement mises en avant, dans la mesure où ce qui a guidé la réflexion éthique, c'était vraiment la reconnaissance de ces situations de souffrance et donc de les inscrire dans cette responsabilité, dans cet engagement que de ne pas abandonner les patients. Et d'avoir fait une hiérarchie en prônant le suicide assisté à l'envers de cette reconnaissance de souffrance, au sens où reconnaissant finalement un poids supérieur de l'autodétermination, le suicide assisté étant la seule manière de s'assurer que ce soit bien la volonté libre, me paraissait antinomique avec la démonstration. Autrement dit, il me semble que si l'on veut inscrire cette aide à mourir comme étant la reconnaissance de cette situation de souffrance en lien avec ces pathologies, c'est de notre responsabilité d'accompagner jusqu'au bout et de ne pas laisser la personne face à elle-même dans un geste qui peut être, au-delà de cette incapacité physique, extrêmement difficile à réaliser d'un point de vue psychique. Donc c'est sur ce point que moi, je n'étais pas tout à fait en accord avec finalement les préconisations qui me semblaient plus être là pour ménager ceux qui ne voulaient pas y aller. D'une part. Alors, votre question, bien sûr, elle est importante. Pourquoi est-ce que je suis un peu dubitative? C'est pour la même raison, c'est-à-dire qu'on nous empêche, nous, soignants, quelque part, de répondre à la volonté d'un patient, quelle que soit sa capacité physique ou psychique à le faire. Je ne vois pas bien comment, là, le proche pourrait être, lui, celui qui ferait, au même titre, c'est-à-dire, est-ce qu'on a la certitude qu'il répond à la demande de la personne? C'est le reproche qu'on nous fait. Donc faisons-le aussi aux proches. Mais bien sûr, j'entends que les proches puissent le souhaiter. Ce que j'entends beaucoup quand même dans ces situations d'accompagnement, de demande d'aide à mourir que j'ai entendu, que nous avons accompagné par des sédations profondes et continues, c'est cette extrême reconnaissance que nous soyons là, de les accompagner jusqu'au bout, aussi bien le patient que les proches. Je pense qu'il ne peut y avoir d'accompagnement par aide active à mourir que dans ce trio-là. La demande, le professionnel qui s'y engage et le proche qui fait partie prenante de ce cheminement. Mais je ne sais pas bien quelles répercussions ça aurait pour un proche que d'être seul à faire. Et puis si ça se passe mal. Donc c'est un deuxième... Bonjour. Juste, je précise que je suis pneumocancérologue. Donc, la plupart des patients que je vois pour la première fois en consultation ont une maladie incurable.
je le sais d'emblée, même s'il y a des progrès et ça s'améliore. Et tout notre travail, c'est de cheminer avec le patient en l'écoutant et en l'informant, évidemment, de ses traitements, mais aussi en essayant de comprendre ce que lui, il souhaite, avec des hauts et des bas. Et donc, pour répondre à la question, oui, je suis en accord avec l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, mais je pense qu'il ne va pas assez loin, puisque dans cette optique d'accompagnement, face à un patient que je suis depuis des semaines, des mois, des années, et qui est arrivé à la fin de sa vie et qui me demanderait de l'accompagner en répondant à une demande d'aide à mourir, il me semblerait que de lui prescrire le médicament et lui donner serait une sorte d'abandon. Et on a établi une telle relation de confiance que je pense les généralistes également établissent au cours de ces semaines, de ces mois, de ces années, que, à mon avis, l'accompagnement, il doit impliquer les soignants. Évidemment, c'est difficile, évidemment, c'est lourd. Quand on est pneumo-oncologue, on sait que ça va nous arriver, sinon on ne choisit pas cette spécialité-là. Enfin, on sait qu'on va devoir accompagner les gens jusqu'au bout. On ne sait pas juste qu'on va devoir les aider. Donc, je pense que, comme ma collègue, c'est la même chose et qu'il ne faut pas de hiérarchie et que le poids est très, très lourd pour les patients. Il faut voir qu'on a des patients qui ont vécu des semaines, des mois de chimio, de traitement, de souffrance. Tout ça, ils le subissent. Ils ne choisissent pas. Ils n'ont pas envie de mourir. Ils n'ont pas de choix. En fait, depuis des mois et des années, ils sont dans le non-choix. Et là, ils demandent qu'on les aide. Ils demandent qu'on les libère. Et donc, même si c'est dur, je pense qu'on peut alléger un peu leur fardeau en prenant un peu notre part, qui me paraît notre mission. Et je pense que ça peut se faire en soins palliatifs. Je pense que moi, pour l'instant, je ne suis pas médecin de soins palliatifs, mais je fais du soin palliatif. Dans le cadre de mon soin, je travaille avec mes équipes de soins palliatifs. Et donc, je pense que EHPAD, domicile, soins palliatifs, services hospitaliers, maisons d'accueil, enfin, tous les lieux sont possibles. Il faudrait que tous les lieux soient possibles. Et puis, sur les proches, je rejoins à peu près ce que disent mes collègues. Juste pour terminer, quand même, pour être très clair, les demandes sont très rares. Les demandes sont très rares. Je ne crains pas qu'elles deviennent plus fréquentes. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'effraie. Elles sont rares parce que les gens, ils ont envie de vivre. Ils ont envie de vivre. Et donc, cette demande rare, il faut d'autant plus l'entendre qu'elle est rare. Parce que si elle est rare, c'est qu'elle a peut-être de la valeur. Je vous remercie. Oui, alors à la première question sur la réponse de l'avis du CCNE, oui, nous sommes en accord avec cet avis et sur la modalité du suicide assisté, d'ailleurs comme l'Académie de médecine et le Conseil national de l'ordre des médecins, puisque c'est pour nous la modalité qui respecte le plus l'autonomie et qui implique le moins autrui, puisqu'on est dans une notion de respect de l'autonomie, c'est quand même ça le départ de la voie. Sur l'obstination déraisonnable, vous m'avez interpellé. Alors effectivement, est-ce que si on avait plus d'aides-soignants au chevet, nous en tout cas, les aides-soignants font partie de la procédure collégiale, évidemment, bien sûr. Mais on a écrit un article qu'on a publié qui s'appelle « Conflit en situation de limitation d'arrêt de traitement en réanimation ». On a essayé d'analyser en fait ces causes de l'obstination déraisonnable. En fait, elles sont bien plus complexes que simplement le fait de pouvoir parler. C'est le refus de la disparition, c'est ne pas arriver à faire face à la mort, c'est l'espoir insensé en la médecine, c'est la perte de confiance dans le discours médical. Puis parfois, c'est des questions d'intérêt aussi. Et puis parfois, c'est des questions religieuses. Voire des questions militantes. On l'a vu avec l'affaire Lambert. Donc, il y a beaucoup de causes qui peuvent expliquer qu'on est sur de l'obstination, on est plus sur de l'obstination déraisonnable. D'ailleurs, on a fait aussi une analyse des 10 dernières années des demandes de référé sur les démarches de limitation et d'arrêt de traitement, tout confondu en France. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est dans 99% des cas des familles qui s'opposent à l'arrêt des traitements et jamais l'inverse. Hein, donc,
Et on voit aussi que c'est dans plus de 75% des cas des situations de patients cérébrolésés graves, pour lesquels on estime qu'il y a une limitation à poser et pour lequel les familles s'opposent. Juste un dernier petit point dans mes commentaires, je veux revenir sur, justement, on a parlé de la personne qui éventuellement pourrait être amenée. Je reviens sur ce concept d'exception. Le suicide, on avait soit le suicide assisté, soit l'euthanasie. Bon, on n'a pas pris ces mots, mais enfin, on va parler de ce qui est. Ce qu'on a expliqué, nous, c'est que cette exception d'euthanasie qui implique un proche, qui pourrait impliquer un proche, voire une infirmière, ce qui n'est encore une fois aucun cas dans aucun autre pays, à part au Canada, où ce sont des infirmières, éventuellement des infirmières de pratique avancée. Mais dans tous les autres pays, ce sont, sur l'euthanasie, ce sont des médecins. C'est que, en fait, la question n'est pas sur la possibilité physique de s'administrer le produit. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. En fait, la question, elle est de savoir, est-ce qu'un patient est capable de déglutir ou de ne pas déglutir? Elle est là, la question. Et si le patient n'est pas capable de déglutir, ça veut dire qu'il est alimenté par un système, que ce soit une sonde gastrique, que ce soit une gastrostomie d'alimentation, une jéjunostomie d'alimentation, et qu'au titre de la loi Claes-Leonetti, on peut arrêter ces traitements et mettre une sédation profonde et continue. C'est ce qu'on fait chez nos patients cérébrolésés graves, chez qui on arrête les traitements. Soit le patient est capable de déglutir, et même s'il est paralysé, il peut toujours déglutir, et donc prendre le produit, puisque ce qui était proposé au départ, c'était qu'il y ait une préférence sur une administration orale. Donc pour nous, cette question d'exception d'euthanasie est une question théorique, mais qui en fait dans la vie réelle n'existe pas. Et ça règle le problème de la personne qui serait amenée à faire le geste pour le patient, parce que je rejoins quand même ce qui a été dit. C'est pas pour rien que dans la loi Claes-Leonetti, on a enlevé le mot avis des proches pour le remplacer par le mot témoignage des proches. C'est pour que justement ces proches n'aient pas à porter le poids de cette culpabilité a posteriori. Moi, je vais vous donner juste un exemple très récent. On a eu un patient pour lequel on a limité les traitements. Ce patient, on a pris la décision, on est allé voir son épouse. On lui a dit, voilà notre décision. Qu'est-ce que lui aurait pensé de son état? Est-ce que vous pensez qu'il aurait voulu vivre dans cet état? L'épouse nous a répondu, non, je suis d'accord avec vous, il n'aurait jamais voulu vivre comme ça. Donc nous lui avons dit, donc nous prenons la décision, nous allons arrêter les traitements, mettre une sédation. Le patient s'est éteint. Et l'épouse nous a remerciés. Elle nous a dit, écoutez, j'avais vraiment très très peur que vous nous demandiez de choisir moi ce que j'avais à faire. Et finalement, c'est vous qui avez pris la décision. Vous avez respecté la volonté de la personne qui n'aurait sûrement pas voulu vivre dans cet état-là. Mais ce n'est pas moi qui ai dû prendre la décision et je vous en remercie. Donc c'est important parce que ce stress post-traumatique, on n'est pas capable, que porteront ces proches demain, ça sera extrêmement lourd à porter parfois, même s'ils ne s'en rendent pas compte sur l'instant. Vous savez, moi je m'occupe d'une réanimation de cérébrolésés. Donc la mort cérébrale, c'est quelque chose qu'on vit une fois tous les 15 jours. Quand on regarde les proches, on a fait des études pour regarder les proches qui ont témoigné d'un refus du patient de donner ses organes. Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, ce sont ceux-là qui, à distance, sont le plus mal psychologiquement. Parce qu'ils regrettent, parce qu'ils se rendent compte que finalement c'est fini et que finalement, peut-être qu'on aurait pu sauver des vies. Et que cette décision qu'ils ont amenée, enfin, ce témoignage normalement qu'ils ont apporté, eh bien, ils le regrettent a posteriori. Contrairement à ceux qui ont donné un témoignage favorable. C'est important d'imaginer le retentissement que tout cela peut avoir sur les proches. Alors, merci beaucoup de toutes ces questions. Un gros succès. Et comme j'imagine que vous avez une vie ailleurs, je vais essayer de faire très rapide. Alors, d'abord... très bien. Eh bien, alors... vous avez eu un petit coussin. Bon, d'abord, je vous prie de m'excuser si j'ai été maladroite dans mes propos. Manifestement, j'ai parlé trop vite et donc sans doute mal et j'ai pas été parfaitement comprise pour tout. Je vais essayer de remonter les questionnements à l'envers. D'abord, bien sûr que pour moi, l'EHPAD est aussi un domicile, mais c'est aussi un lieu de soins.
contrairement aux résidences pour personnes âgées qui sont des domiciles sans être des lieux de soins. Et c'est important de faire cette différence-là parce que c'est un lieu de soins où il n'y a pas assez de soins et où il n'y a pas assez de soignants. J'y travaille tous les jours, donc je vois bien où est le problème et qu'en fait, il y a des EHPAD qui fonctionnent très bien et il y a des EHPAD dans lesquels il n'y a pas de médecin traitant, pas de médecin coordonnateur et parfois pas les deux. Nous, en tout cas, moi, je travaille dans le 92 Centre, qui est une région totalement hyperurbaine, qui est une région où il y a beaucoup d'hôpitaux, enfin, qui est une partie de département où il y a beaucoup d'hôpitaux. Et pourtant, eh bien, les médecins traitants ne se déplacent plus en EHPAD, plus aucun. Voilà. Et ça, il y en a. Les EHPAD, certaines EHPAD ont fait des contrats avec un médecin traitant en retraite pour qu'il vienne assumer une partie des prescriptions. Mais il n'y a pas de... Voilà. Et dans l'immense partie d'entre elles, il n'y a pas non plus de médecin coordonnateur. Et quand il y en a un, il tournicote, c'est-à-dire qu'on en a un pendant 1 mois, 2 mois, et puis après, il part. Les directeurs aussi subissent ça. Et je ne vous parle pas du turnover des professionnels. En tout cas, on a un vrai problème à ce niveau-là qu'il faut voir aussi. C'est pour ça que, pour moi en tout cas, et pour mes collègues, l'EHPAD, c'est un lieu de vulnérabilité majeure aussi pour ces raisons-là, pas que pour la vulnérabilité des personnes qui y sont. Et les personnes qui vivent en EHPAD, ce sont des personnes extrêmement malades. Et voilà, après, la question de les envoyer en USLD ou pas, ce sont des questions qui dépassent notre préoccupation ici. Je ne parlais pas de la maltraitance en EHPAD, je parlais plutôt de l'idée de la maltraitance qu'il peut y avoir entre un aidant épuisé et son proche, ou un aidant malveillant et son proche. Et ça, il y en a beaucoup. Et en tout cas, nous, les dernières personnes qu'on a eues qui sont parties en Belgique ou en Suisse, ce ne sont pas des patients, ce sont des aidants épuisés, mais qui nous ont dit, là, il y en a marre, personne ne m'aide à la maison et personne ne veut, les enfants ne veulent pas que la personne que j'aide aille en EHPAD, donc je vous la confie et moi, je m'en vais. Et ça, c'est une réalité auquel il faut savoir face aussi. Et les enfants, dans ces deux situations-là, trouvaient ça pas mal. Bien sûr, ils ont rompu le vœu de leurs parents de ne pas mettre la personne malade avec une maladie neuroévolutive en EHPAD. Elle y est partie immédiatement après le retour de l'enfant. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément bienveillant, tout le monde n'est pas forcément malveillant, mais il y a des réalités de la vie qui font que... Voilà, faut penser... voilà, le cas par cas, c'est une réalité, en fait. On fait tous que de la casuistique. Et c'est pour ça aussi que la collégialité, c'est quelque chose de nécessaire. Je suis gériatre. J'ai dit au début qu'on faisait de la multidisciplinarité. Moi, je ne sais pas travailler toute seule. Alors, certes, j'ai besoin d'un patient et d'une famille, mais j'ai besoin d'avoir des aides-soignants, j'ai besoin d'avoir une infirmière, une assistante sociale, une psychologue, plein de gens qui vont se poser à côté du patient et de ses proches pour écouter ce qu'il y a. Parce que des fois, on dit à l'infirmière, moi j'en ai ras-le-bol, j'aimerais bien mourir. Et quand le docteur passe, on dit, mais et alors vous ne me prescrivez pas les antibiotiques là parce que j'ai mal à la gorge? Et on n'est pas dans le même discours en fonction du temps et du grade des uns et des autres. Et donc c'est important de pouvoir se poser en équipe et d'avoir différentes paroles. Alors, je ne pense pas du tout que la loi soit ni pour ni contre les personnes âgées. Moi, je suis gériatre, donc je ne peux parler que des personnes âgées. Je ne me permettrai pas de parler des autres. Je dis juste que les personnes âgées, elles savent qu'elles vont mourir. Parfois, elles en ont peur, parfois, elles l'attendent. Et que c'est une réalité et dont elles s'interrogent. Mais que ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas les soins auxquels elles doivent avoir le droit. Elles n'ont pas toujours accès aux soins palliatifs. Et clairement, entre un patient, alors c'est pas le sujet de l'aide à mourir pour les patients qui ont des troubles cognitifs, mais pour un patient qui a une maladie neurologique évoluée et un patient qui a une maladie cancérologique évoluée sans maladie neuroévolutive, à stade de la fin de vie égale et douleur insupportable égale, on accueillera plus facilement en USP le patient qui n'a pas de troubles cognitifs. C'est une réalité qui est aussi liée au manque de formation, au manque de lits, etc. C'est pas pour autant que les professionnels des EHPAD sont mieux formés que les autres. Et c'est pas une équipe mobile de soins palliatifs ou une équipe douleur qui vient, dans le meilleur des cas, 1 fois par jour.
parfois 2 fois par jour quand c'est magique, etc. Mais c'est des réalités de terrain qui sont... Enfin, moi, je vous invite tous à venir dans les EHPAD d'à côté de chez vous pour voir comment ça fonctionne en vrai. C'est très, très compliqué. Donc, on est quand même... La parole que vous envoyez, quelle qu'elle soit, elle va à tout le monde. Elle va à tous les citoyens sans différence d'âge. Et elle est accueillie par les personnes âgées, par leurs enfants, par leurs aidants, etc., qui entendent ça. Nous, les personnes âgées, elles nous demandent extrêmement rarement à mourir. Par contre, leurs proches nous demandent souvent d'accélérer un peu les choses, parce que là, ça coûte cher, parce qu'on aimerait bien, voilà, parce que plein de choses, parce qu'on en a ras-le-bol de voir l'autre souffrir. Le rôle des intervenants, enfin le plan personnel d'accompagnement, moi je pense, enfin je fais partie des médecins qui ont été éduqués dans l'idée que l'accompagnement il doit commencer le plus tôt possible et que à partir du moment où on vous diagnostique quoi que ce soit qui ressemble à une maladie chronique, le cancer est une maladie chronique, le diabète aussi, les maladies neuroévolutives aussi, eh bien, il faut avoir des référents, des proches, mais aussi des noms de médecins traitants, des noms de structures auxquelles on puisse faire appel, sans doute des référents psychologiques, etc. Donc, bien sûr, et il faut un temps dédié. J'ai fait ma thèse d'éthique sur la personne de confiance dans la maladie d'Alzheimer. J'ai proposé à l'époque au gouvernement de faire ce que vous avez proposé, c'est-à-dire je vais pas y arriver, une consultation dédiée, y compris en médecine de ville, avec un temps de consultation longue pour expliquer les choses. On a créé des documents à remettre aux familles, à remettre aux patients, etc. Tout ça, ça serait une énorme avancée. Donc, si vous la faites, merci. Le problème, c'est où est-ce qu'on met l'information ? Le dossier médical partagé n'est pas partagé dans les hôpitaux. Les personnes de confiance, parfois, ça mène avec un papier, parfois pas. Voilà. Moi, je l'écris dans tous mes dossiers, mais ça fait une information de plus et à se poser la question de ça. Et enfin, pour finir, je vous prie sincèrement de m'excuser, monsieur le rapporteur, pour mes euthanasies sauvages. Bien sûr qu'elles sont clandestines, encore que tout ce qui est clandestin, pour moi, j'ai toujours un certain a priori négatif sur comment ça se fait. Voilà. Je vous enverrai les chiffres exacts que je n'ai, enfin la publication en tout cas qui va avec, que je n'ai pas la référence en tête, mais je ne l'ai pas inventée. Je me permettrai de vous faire transmettre ça. Alors pour la question de savoir, voilà, moi en tout cas au niveau gériatrique, ce qui nous semble impossible et ce qui nous semble aujourd'hui une raison d'indignité dans le cadre de la République française, c'est que tout le monde n'ait pas accès aux soins. De façon, et qu'en particulier dans le grand âge, puisqu'une fois de plus, c'est ma spécialité, que ça soit à domicile ou en EHPAD, et même dans les hôpitaux, il n'y a pas encore des UGA, des unités de gériatrie aiguë partout où il y a des urgences, etc. À partir du moment où on n'a pas accès aux soins, comment pouvoir envisager qu'on puisse avoir accès à une mort facilitée ? En tout cas, pour moi, il y a une vraie question à ce niveau-là, et c'est quelque chose dont on a discuté à plusieurs reprises, tant au CNPG qu'au niveau de la SFGG. Donc, notre posture, c'est que pour l'instant, tant qu'on n'a pas un soin de qualité développé partout, pour tout le monde et à tous, il n'y a rien d'éthique à discuter de l'accélération de la mort. Merci. Merci. Nous allons maintenant entendre les questions des députés. Pour 1 minute, Madame de Gorsus. Merci, Madame la Présidente. Ma question est pour le docteur Abramovici. Moins du quart des médecins généralistes pratiquent des visites longues à domicile et seuls 5 à 12% d'entre elles seraient susceptibles de concerner des patients en soins palliatifs. En quoi ce projet de loi, qui n'est accompagné d'aucune étude d'impact budgétaire, pourrait-il remédier à cette situation ? Ensuite, notre système de santé vit une crise profonde dont les pouvoirs publics n'ont manifestement pas pris la mesure. Est-ce que la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie, ouverte à tout un chacun, est pour vous la priorité du moment ? Et est-ce qu'elle ne risque pas de favoriser une division du corps médical, des établissements, voire des services ? 25% des EHPAD n'ont pas signé de convention avec des équipes mobiles de soins palliatifs, selon la Cour des comptes.
En quoi, à votre avis, le projet de loi et le plan de soins palliatifs annoncés dans la presse peuvent remédier à cette déficience? Merci. Monsieur Nicolas Turquois. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier la qualité des interventions. J'ai eu l'impression d'apprendre des choses. Je vous en remercie. Je vais peut-être me concentrer sur Monsieur Perrigot et Monsieur Abramovici sur vos expressions. Vous avez parlé de cas complexes, de cas subsidiaires complexes. Moi, je suis plutôt favorable à une évolution du droit en matière d'aide active à mourir, mais de le limiter à des cas rares. Et donc, vous avez parlé de ces cas complexes qui ne seraient pas couverts par la loi Claes-Leonetti et peut-être pas couverts par les dispositions de la loi actuelle. J'aimerais que vous puissiez préciser à quoi vous pensiez. Et vous avez, Monsieur Abramovici, évoqué un comité d'éthique pluriprofessionnel sur des situations complexes. Est-ce que une collégialité renforcée sur des situations qui sont peut-être pas évoquées dans le projet de loi pourrait être une solution dans des situations complexes, mais donc rares? Madame Anne Bergance. Merci Madame la Présidente. Je vais compléter en fait la question de mon collègue Nicolas Turquois et ma question s'adresse à vous, Monsieur Abramovici. Pourriez-vous nous dire quelle serait une collégialité idéale, effective dans la pratique, dans votre qualité de médecin généraliste, organisable dans un temps raisonnable, dès lors qu'une demande d'aide à mourir est exprimée par un de vos patients? Et j'ai une deuxième question, peut-être qui s'adresse plus largement aux auditionnés. Moi, je souhaite évoquer l'article 11 et la possibilité que l'administration du produit létal puisse être faite par un soignant en cas d'impossibilité par le patient de se l'administrer. Aujourd'hui, la loi ne précise pas qui doit être ce soignant. Dans ce cas, est-ce que le soignant doit être ou devrait être le soignant qui a prescrit? Est-ce que celui qui prescrit et administre doit être la même personne? Merci. Madame Christine Pires-Bonne. Oui, merci Madame la Présidente. Et je voudrais souligner moi aussi et vous remercier pour la qualité de vos interventions. 3 questions, une au docteur Moulias. Pour revenir sur le lieu où pourrait être pratiquée l'aide active à mourir. Je ne voudrais pas exclure a priori, moi, les EHPAD. Je comprends vos raisons, je les partage même, mais en fonction des territoires, les situations peuvent être très différentes entre l'EHPAD, le domicile, l'hôpital. Et je pense qu'il ne faut rien exclure a priori et permettre que ce geste, si la loi est votée, puisse se faire là où la personne réside, pour éviter encore de rajouter du malheur peut-être au malheur. Une deuxième question au docteur Perrigot. Vous avez évoqué la loi Claes-Leonetti et marqué votre satisfaction. Une mission d'évaluation a été faite très récemment, pilotée par 3 de mes collègues qui siègent ici, en mars 2023, et qui a démontré qu'il y avait en fait un recours très rare à la sédation profonde et continue, avec une prévalence estimée à 0,9% et de plus pratiquée de manière très inégalitaire. J'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les raisons. Et enfin, la dernière question au docteur Ménage. Un grand merci d'abord pour vos propos pleins d'humanité et pour la priorité que vous avez donnée aux malades. Je voudrais vous interroger sur la clause de conscience qui figure à juste titre, selon moi, dans ce texte. Et une question précise concernant la création du fichier recensant les personnels qui vont accepter de pratiquer l'aide à mourir. Ne pensez-vous pas qu'il serait plutôt préférable de procéder à l'inverse et de demander à ceux et celles qui souhaitent faire jouer la clause de conscience de se désinscrire du fichier? Je vous remercie. Madame Sandrine Rousseau. Merci Madame la Présidente. Alors, une précision et une question à Monsieur Fischer. Une précision qui est... pour vous, Madame Moulias, c'est que personne ici
n'imagine pouvoir donner du pouvoir à des enfants qui voudraient abréger la vie de leurs parents et personne, et que ça soit très clairement dit. C'est-à-dire qu'en fait, la loi précise que c'est la personne elle-même et uniquement la personne elle-même, et qu'il faut qu'elle ait fait plusieurs fois la déclaration de vouloir terminer. Et quand vous dites qu'il y a des demandes de quantité plutôt que de qualité, nous ne doutons pas de cela. Je pense que personne ici ne doute du fait qu'au seuil de la mort, les gens puissent reculer et avoir peur de cela et vouloir vivre le plus longtemps possible, même dans des conditions qui aujourd'hui nous paraissent peu acceptables à nous ici. Ça, personne ne doute de cela autour de cette table, et je pense que dans l'Assemblée non plus. Donc voilà, c'était pour vous rassurer là-dessus. Par contre, la question à M. Fischer concerne les EHPAD, et du coup je pense que ça vous concerne aussi d'une certaine manière, c'est quelles seraient les conditions qui permettraient une aide active à mourir pour les personnes qui sont en EHPAD, selon vous? Parce que je n'ai pas compris complètement ce que vous disiez sur est-ce que c'est possible en EHPAD ou pas, ou est-ce que c'est possible à condition que les personnes sortent de l'EHPAD. Et dans ces cas-là, eh bien, ça veut dire aller dans des structures de soins palliatifs. Donc vous nous avez dit, ah bah oui, mais il pourrait y avoir un manque de confiance dans ces structures si il y avait un mélange des genres. Donc il faudrait des structures ad hoc. Du coup, je ne comprends pas dans votre propos où on pourrait le faire et dans quelles conditions. Et moi, la question que je me pose en vous écoutant tous et toutes, c'est que si ça se passe à l'intérieur d'un EHPAD, j'entends aussi qu'il puisse y avoir une forme de contagion possible, ou une forme... Peut-être que le terme contagion est trop fort, mais enfin, que ça puisse donner des idées à des personnes qui n'en auraient pas eu avant. Et donc, si c'est ça, quelles seraient les conditions, selon vous, optimales de respect de la demande de ces personnes? Monsieur Thierry Frappé. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie pour les interventions que vous nous avez apportées concernant la fin de vie. Le projet de loi de fin de vie comporte donc 2 articles. Le premier accompagne et soulage la fin de vie, concerne chacun d'entre nous. Le second prévoit d'interrompre la vie sur demande de certains d'entre nous par injection d'une substance létale. Mes questions vont être générales. Le législateur se propose de mettre en place l'aide active à mourir. Pour vous, quelle est la représentation de cette euthanasie dans le soin et par rapport aux soins palliatifs, trop mal connus en France, et alors que notre retard les concernant n'est plus contesté ni contestable? Ma deuxième question, quelle est pour vous, en cas de souffrance insupportable à court ou moyen terme, la durée raisonnable du moyen terme évoqué dans l'aide à mourir proposée? Enfin, troisième question, estimez-vous suffisant dans la situation actuelle les moyens humains pour la mise en place des maisons de fin de vie alors que nous sommes en pénurie de soignants? Et pour tous ces soignants, quelle place accordez-vous à la clause de conscience? Je vous remercie. Merci. Nous allons vous demander de répondre un temps très court, 3 minutes par groupe, ça fait 12 minutes. Merci. Merci pour votre question, Madame Rousseau. J'ai peut-être été un peu ambigu dans ce que j'expliquais. Pour moi, les soins palliatifs, on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas provoquer la mort en soins palliatifs puisqu'on préconise l'accompagnement naturel jusqu'au bout de la vie. Par contre, oui, en EHPAD, je ne suis pas contre qu'on respecte la décision de la personne âgée et qu'on la laisse, puisqu'on dit que c'est quand même un lieu de vie, c'est la dernière étape de la vie de la personne, même si elle peut être longue. Et si on peut lui éviter d'être transporté à l'hôpital ou dans une institution et qu'on peut l'accompagner avec du personnel ou une personne qui accepterait d'accompagner cette personne jusqu'au bout, oui, qu'on laisse mourir les gens là où ils le veulent, à domicile, en EHPAD, qui pour moi est aussi une institution, mais tout ça accompagné, pas mourir seul, non accompagné. Et on revient sur la possibilité où est le ratio soignant-soigné. Hein. En EHPAD, voilà, vous avez
allez, je vais être gentil, vous avez quoi, 12 minutes quand tout va bien pour prendre soin d'une personne, hein, c'est un peu, excusez-moi l'expression, mais de l'abattage. Donc, d'abord se poser la question, comment bien accompagner ces personnes et les accompagner jusqu'au bout? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais prendre dans l'ordre inverse des questions. La personne qui prescrit doit-elle être celle qui administre? À mon sens, oui, parce que déléguer cette responsabilité à un autre après l'avoir prescrit me semblerait une sorte de lâcheté, ou en tout cas une sorte d'incompréhension de sa prescription. Sur est-ce qu'il y a une possibilité de transition idéale effective d'une organisation dans un temps raisonnable? J'ai toujours peur de l'idéal et j'aurais tendance à penser que non, parce que l'idéal parfois nous amène ailleurs que nous devrions aller. Mais plutôt soyons pragmatiques, pratiques et trouvons les moyens de mettre en pratique cette difficulté, me semble le principal de ce que la loi doit mettre comme cadre, et de donner ensuite aux professionnels les possibilités de s'en saisir pour faire au mieux, et cette culture, à la fois des directives anticipées, à la fois de la réflexion sur la mort, à la fois du bon moment, doit se faire en commun. C'est un problème sociétal, pas un problème unique, je pense. Pour ce qui est des cas complexes rares, me vient à l'esprit de l'hôpital Cochin qui avait, au niveau de son conseil consultatif éthique, mis en évidence le cas d'un patient qui avait une mucoviscidose, qui avait subi tous les traitements, à qui le pneumologue proposait une greffe, qui disait « j'en veux plus, c'est fini, je ne veux plus vivre ». Il allait pas mal encore, mais il ne voulait pas arriver au point où, sachant qu'aujourd'hui il n'y avait pas de traitement, il ne pourrait plus respirer et il demandait la fin de vie. Et les soignants étaient très partagés. Voilà un exemple de cas complexe où certains disent non, on peut toujours faire mieux, certains disent oui, il faut l'écouter. Et il ne va pas si mal que ça encore, mais il sait très bien que ce ne sera pas définitif. Oui, oui, j'ai entendu tout à l'heure par, je crois vous, monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur, la notion de nos humanités. Oui, autrefois, on a probablement été assez marqué, assez formé, assez amené dans notre culture de médecin à être imprégné d'un certain nombre d'éléments de connaissances, de textes de philosophes, de textes de sociologues, et puis ça s'est pour le moins étiolé au fur et à mesure des années dans la formation des professionnels. Ça revient, et les facultés ont pris conscience de cette nécessité, et en tout cas ce dont je peux parler, c'est-à-dire le troisième cycle de médecine générale, ces éléments sont revenus de façon assez notable dans la formation des jeunes professionnels. Mais puisqu'on parle de collégialité et de cas complexes, de situations difficiles, il me semble que ce serait idéalement là la nécessité d'aller faire appel à d'autres professionnels des sciences humaines et sociales qui pourraient venir éclairer les réflexions d'un groupe. Si on est dans une situation assez urgente, c'est probablement difficile, mais sur des situations moins urgentes, on aurait pour le moins besoin de l'aide des sciences humaines et sociales dans lesquelles on n'est pas suffisamment formé, pas suffisamment avec suffisamment d'outils, et ça ferait avancer les réflexions, pas seulement autour des questions de la fin de vie. Et pour aller un peu plus loin dans la question de la collégialité ou renforcée ou des comités d'éthique, il me semble que autant c'est difficile à mettre en place, autant avoir l'intention de le mettre en place, autant donner la direction, me semble important. Alors, si c'est un cas urgent, il n'y a peut-être pas besoin de se poser tant de questions, parce que l'urgence dans ces cas-là, et peut-être que la mort est pas loin, je ne sais pas. Mais c'est surtout la démarche qui me semble importante de cette intention. Ce qu'ont fait les collègues, aussi bien dans le 94 que dans le 78, c'est qu'ils ont réuni un certain nombre de personnes autour des soignants qui étaient prêtes à s'investir, y compris des anciens juges, y compris un ancien préfet, y compris des gens de diverses origines professionnelles, et qui, avec les soignants de toute
catégories, prennent le temps de réfléchir ensemble, de manière générale, et sur des cas précis également. Et avoir ça à disposition pour une CPTS, c'est quoi? C'est 200 000 habitants, 300 000 habitants. Il me semble que ce serait vertueux et que ces expérimentations ont intérêt à être développées. Dernier point peut-être, est-ce que la visite à domicile sera améliorée dans le projet de loi? La réponse est non. C'est ailleurs qu'il faut mettre en place ce qu'il faut. Quand je citais le million de consultations par jour, quand on voit les difficultés à passer de 25 à 26 euros, on sait bien que quand il y a 1 million de consultations par jour, ça fait des sommes importantes. Et donc, on n'est pas dans le même raisonnement que celui de l'éthique. Alors, il y avait beaucoup de questions. La première qui m'était adressée directement, à savoir, est-ce que je serais favorable à m'inscrire sur une liste de volontaires, puisque c'est un peu moi qui, aujourd'hui aussi, m'engage à accompagner. Dans l'idéal, non. Évidemment que je souhaiterais que ce soit chacun d'entre nous qui, en conscience, accompagne dans ces parcours de soins les personnes qu'ils ont à prendre en charge. Après, il y a un principe de réalité en regard de cette très forte opposition qui a été entendue et peut-être aussi amplifiée. Ce qui nous importe si la loi passe, c'est que les personnes puissent réellement avoir un droit effectif. Et donc, s'il faut en passer par une liste de volontaires, eh bien, en attendant que ça soit plus simple, ou en tout cas qu'il y ait moins de, je ne sais pas comment le nommer, d'opposition frontale, pourquoi pas? Ce qui m'importe vraiment, c'est que s'il y a un nouveau droit, que ce droit soit effectif, même si on n'a pas le droit de l'appeler droit. On peut dire droit conditionnel. Et je voulais rebondir sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je pense que si elle est aussi peu appliquée, c'est bien parce que c'est une aide à mourir qui ne dit pas son nom. Et que ce qu'on voit en pratique, ces 0,9%, ce sont des enquêtes qui ont été faites pour des populations palliatives. Je rappelle que l'immense majorité des sédations profondes et continues sont faites sur des décisions médicales chez des patients qui sont dans l'incapacité de s'exprimer, et en particulier en réanimation. Donc c'est là pour moi le paradoxe que de dire non à ces demandes d'aide à mourir, quand en réalité les limitations thérapeutiques sont le plus souvent le fruit de décisions médicales, alors même que les personnes n'ont rien dit. Et en fait, ces euthanasies dites clandestines dont vous parlez en Belgique, c'est ça. C'est-à-dire des lattes, des limitations et arrêts de traitement chez les patients dans l'incapacité de s'exprimer, dans un cadre tout à fait normal, entre guillemets, d'obstination déraisonnable reconnue comme telle, et où on a accompagné ces limitations de sédation. C'est ce qu'on fait en France. C'est ce qu'on fait en France. Mais on n'a aucun chiffre. Donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur, parce que pour le coup, quand la sédation profonde et continue est arrivée, moi je croyais que ça allait être un nouveau droit, une nouvelle manière d'accompagner les patients. Et dans les faits, on n'informe pas. Parce que ça, c'est une question que personne n'a relevée non plus. Qu'est-ce qu'on va faire demain de l'aide active à mourir si ça devient effectivement à nouveau possible? Est-ce que, comme pour la sédation, on va éviter d'en parler? Qui va informer de ces droits nouveaux? D'où cette possibilité aussi de ces consultations fin de vie. Il faut nommer les choses. Ce n'est pas du soin palliatif, c'est une consultation fin de vie. J'accompagne, je fais des soins palliatifs pour toutes ces personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Ce qu'elles n'arrivent pas à poser, c'est la mort prochaine. Parce que nous projetons aussi cette impensée. On ne peut pas l'aborder, ça ferait trop de violence aux patients, mais en fait, très souvent, ils attendent ça de nous, qui n'arrivons pas à l'entendre. Donc ça, c'est une chose importante. Alors, les soins palliatifs comme étant finalement le défaut de soins palliatifs comme justifiant des demandes d'aide active à mourir, non, ça n'est pas vrai. Il faut arrêter aussi de considérer que les soins palliatifs, ce ne sont que les professionnels de soins palliatifs, que les structures dédiées de soins palliatifs. Tous les acteurs de soins primaires que vous êtes font des soins palliatifs. Toutes les infirmières libérales font des soins palliatifs. Je fais des soins palliatifs. Ma collègue fait des soins palliatifs. Et ça n'est pas comptabilisé. Les gériatres font des soins palliatifs, bien sûr. Tout cela n'est pas comptabilisé. Donc arrêtons cette espèce de catastrophisme ambiant que la France serait le pays le plus pauvre en soins palliatifs. C'est faux. Bien sûr qu'il faut continuer à renforcer, mais ce n'est pas en prétextant que nous sommes dans une situation catastrophique qu'il ne faut pas aller vers une demande sociétale, mais une demande qui est aussi le fruit de ces souffrances non apaisées qui, elles, existent depuis toujours et qui n'ont pas de réponse, ni aujourd'hui, ni hier, alors que les soins palliatifs se sont développés depuis les années 80-90.
Donc, il faut faire attention à ne pas opposer et à se dire qu'il y a une demande qui est en dehors de cet accompagnement très louable, magnifique, et qu'il faut continuer à développer, mais c'est autre chose qui nous est demandé. Je vais peut-être juste répondre à la question du terme, puisqu'on n'a pas répondu à... On n'en a pas parlé, mais je pense que vous en avez peut-être déjà débattu. Et c'est vrai que c'est une question, à mon avis, sans réponse, puisque qu'est-ce que le court terme, qu'est-ce que le moyen terme, qu'est-ce que le long terme? On n'est pas dans des mathématiques, on est dans l'humain, on est dans la vie, on est dans l'incertitude, on est dans le flou. Donc, je pense qu'on ne pourra jamais résoudre cette question et répondre à cette question. En plus, la question du terme, elle est éminemment personnelle. Moi, si on me dit aujourd'hui que j'ai 1 an à vivre, je vais penser que c'est du court terme. Quelqu'un qui a 20 ans, il va penser que c'est du très court terme. Quelqu'un qui a 90 ans, il va penser que c'est du long terme. Tout ça est très, très relatif. Donc, je ne sais pas comment il peut y répondre. Hein. Je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que la pluridisciplinarité, peut-être plus que la collégialité, en fait, le fait qu'on puisse travailler en équipe, qu'on puisse partager et tomber sur le patient demande. Cette demande, est-ce qu'elle est raisonnable, on va dire? Est-ce qu'elle est entendable sans mettre de limite de chiffres? Ça me paraît très, très compliqué. Oui, alors peut-être juste pour répondre à une question qui était est-ce que la personne prescrite doit être celle qui administre? Moi, j'essaie de vous expliquer que en fait, la personne qui prescrit doit sûrement être celle qui est présente, mais pas celle qui administre, puisque je vous ai expliqué que logiquement, il n'y a pas besoin d'administration par un tiers. Donc, mais peut-être que j'ai pas été, mais c'est notre point de vue, mais c'est. Alors, pour répondre à la question de la loi Claes-Leonetti, qui est une bonne loi, oui, bien sûr, c'est une bonne loi. Je l'espère d'ailleurs, puisque c'est quand même la première loi qui a été votée à l'unanimité par votre Assemblée nationale au cours de la Ve République. Donc, on peut espérer que ce soit une bonne loi. Certes, par contre, c'est une loi qui est mal connue. Et c'est normal parce que finalement, elle est 2016. C'est-à-dire que tous les soignants qui ont été formés avant n'ont pas eu de formation spécifique sur cette loi. Moi, la semaine dernière, j'étais en Guadeloupe là, pour former les soignants au sens large, les jeunes médecins, les personnels paramédicaux à la loi Claes-Leonetti. Je me suis rendu compte, c'était pour les Antilles-Guyane, et je me suis rendu compte que effectivement, il y avait une méconnaissance totale. La semaine d'avant, j'étais en réanimation médicale. Même en réanimation médicale, il y a encore des problèmes. Là, toutes les semaines, je pars faire des formations sur cette loi Claes-Leonetti parce qu'aujourd'hui, on ne se l'est pas encore assez appropriée. Pour répondre à votre question sur est-ce qu'il y a des situations, quelles sont les situations complexes? Alors j'ai la chance, je suis aussi président du comité éthique du CHU de Montpellier. Ce qui fait que je n'ai pas qu'un champ d'anesthésie-réanimation, mais un champ beaucoup plus large. Et pour vous donner, par exemple, 1 ou 2 cas où on a été confronté à une demande d'aide à mourir qui ne rentrait pas dans le cadre de la loi Claes-Leonetti, c'était une patiente qui avait une tumeur cérébrale très particulière et qui fait qu'elle se paralysait progressivement et qu'elle devenait dépendante, et qu'elle ne souhaitait plus continuer de cette façon-là. Donc ça, et la deuxième, c'est un patient porteur d'une SLA, une maladie de Charcot, qui lui aussi se voyait se dégrader et ne voulait pas attendre la fin de ça, tout en sachant que quand on interroge, on est centre de référence de la maladie de Charcot au CHU de Montpellier. Quand j'interroge moi les responsables, ils me disent ces demandes-là, c'est 1 à 2% des patients de la maladie de Charcot. Il faut arrêter de penser que tous les patients qui ont la maladie de Charcot veulent mourir, parce qu'on envoie aussi un message à ces patients-là qui est peut-être quand même pas aussi très bienveillant. Donc c'est effectivement, c'est dans ces situations-là où effectivement peut-être une évolution de la loi pourra nous aider. Mais encore faut-il bien connaître la loi Claes-Leonetti, parce qu'on a encore eu cette année 2 patients porteurs de SLA ventilés qui sont partis en Suisse. Donc, hormis le coût que ça leur a coûté, ils avaient accès
à la loi Claeys-Leonetti, la sédation profonde et continue. Et quand vous êtes ventilé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est ce que je pratique, eh bien, vous mettez une sédation profonde et continue, vous débranchez le patient du respirateur, en 3 minutes, c'est fini. Donc on abrège les souffrances, parce que si vous débranchez un respirateur de quelqu'un qui ne peut plus respirer, ben, vous imaginez les souffrances que ça entraîne, et donc on l'endort pour le soulager. Et c'est ça la différence, c'est l'intentionnalité entre l'euthanasie et la sédation profonde et continue. Ce qui la différencie, c'est l'intentionnalité. On soulage le patient dans un cas, dans un autre, on le tue. Donc c'est pas la même chose. Voilà. Et pour terminer, sur les risques, pour ce que je vous disais sur les risques de dérive, c'est que si vous regardez 2023 aux Pays-Bas, 20% de plus d'euthanasie chez les patients psychiatriques. 20% sur des patients psychiatriques. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de questions, mais je vais juste... je suis tout à fait d'accord sur ce que vient de dire Pierre-François, c'est quelque chose d'important. Alors, pour tout ce qui a été dit au niveau humanité, il est clair que les patients d'EHPAD, si on peut les soigner en EHPAD, si on peut les accompagner en EHPAD, et si l'aide active à mourir se met en place et qu'un patient d'EHPAD est en état de la demander, il faut quand même pas, il y a quand même beaucoup de patients avec des troubles cognitifs très lourds en EHPAD aussi. Il va de soi que la logique humaine serait que la personne puisse être accompagnée en EHPAD. La question après se pose, c'est qui fait quoi? Et par rapport à ça, clairement, en tant cas, ce qu'a décrit Pierre-François, moi, je passe mon temps à former des professionnels d'EHPAD. Tout ce que j'ai fait à la fin de la semaine, je peux recommencer celle d'après. C'est jamais les mêmes. Les médecins sont pas non plus formés et sont pas non plus volontaires pour distribuer ou faire certaines choses. Il y a des endroits où on fonctionne en équipe, en huis clos, où les gens ont l'habitude de se causer, etc. Dans beaucoup d'entre elles, on n'a pas cette habitude-là. Et on fonctionne un peu comme on peut, en tout cas. Et c'est là où, au niveau de l'humanité, il faut aussi comprendre ça et respecter ça. En tout cas, ça ne peut pas être, dans l'état actuel des choses, en tout cas, il ne peut pas être proposé aux EHPAD de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut, c'est soit en effet comme en Suisse, c'est des personnes volontaires qui doivent venir à ce moment-là, enfin, ou qui peuvent venir, mais qui parlent et qui communiquent. Enfin, moi, je le vois au quotidien dans les 10 EHPAD dont je m'occupe. En tout cas, quand l'équipe de soins palliatifs ou quand l'HAD vient, eh ben, les soignants, ils rentrent plus de la même façon. Ils rentrent plus du tout. Les infirmières, elles disent c'est l'HAD qui gère, moi, je sais pas, etc. Et ça, c'est pas possible. On n'est pas dans l'humanité, en fait, hein. L'accompagnement, c'est le fait d'être un humain à côté d'un autre humain et d'être dans un rapport qui n'est pas qu'un rapport de prescription, qui n'est pas qu'un rapport de responsabilité. Et pour finir avec plutôt mon étiquette d'éthicien, pour les cas complexes, en tout cas, nous, on a une expérience au niveau du 92 Centre où, au niveau d'Ambroise Paré, on a mis en place une cellule de discussion et d'orientation à la décision qu'on a ouvert en fait aux hôpitaux autour de nous et aux EHPAD, où on peut se déplacer et où on fait aussi des visios pour discuter pas que des limitations de soins, mais aussi parfois, est-ce que ce patient, là, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on peut lui proposer ou pas. Et j'ai proposé au CPTS de monter un comité d'éthique dans le sens qui a été présenté par mon collègue. Et dans ces comités-là, il y a tous les grades du soin, et il y a des personnes de SHS bénévoles qui viennent. Voilà, ça demande beaucoup de mobilisation des gens, mais tout le monde est très content et les familles sont contentes aussi. Mais ça prend beaucoup de temps. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Il me reste à vous remercier. Bonne soirée.